Il voulait devenir le nouveau Dexter Morgan, mais au lieu d'écrire des scénarios, il a décidé d'en vivre un. Le 10 octobre 2008, Johnny Altinger envoie un dernier message à ses amis avant un rendez-vous galant. Il leur transmet une adresse étrange, celle d'un garage. Si quelque chose m'arrive, vous saurez où chercher. Un garage au lieu d'un café, une adresse au lieu d'un numéro de téléphone, Johnny le sent. Quelque chose cloche, mais il y va quand même. 2 jours plus tard, ses proches reçoivent des mails « Je pars au Costa Rica avec une femme extraordinaire ». Sauf que son passeport est toujours chez lui et sa valise aussi. Ce qui va suivre, c'est l'une des affaires les plus troublantes de l'histoire criminelle canadienne, un garage transformé en scène d'horreur, une victime qui aurait pu ne jamais l'être et un document de 42 pages qui va glacer le sang des enquêteurs. Les confessions détaillées d'un homme qui voulait devenir un tueur en série. Dans cet épisode de HVI, j'ai inclus beaucoup d'extraits d'interrogatoire parce que je trouve fascinant de voir la manière de parler et de se comporter du suspect principal. Comme d'habitude, c'est en version originale sous-titrée, mais je vous rappelle que les épisodes sont également disponibles en version podcast sur Spotify avec des doublages français. Il y a juste une semaine de décalage. Et maintenant, laissez-moi vous raconter l'affaire du meurtre de Johnny Altinger. Générique. Avant de vous présenter l'affaire d'aujourd'hui, laissez-moi vous parler d'une autre enquête, une enquête à mener vous-même. Cette enquête, c'est celle de June Parker, une détective amateur qui enquête sur le meurtre de sa sœur dans le jeu John's Journey, le sponsor de cette vidéo. Il s'agit d'un jeu d'objets cachés qui se déroule dans les années 20 avec toute l'esthétique art déco, le glamour de l'époque, les mystères, etc. Visuellement, c'est vraiment soigné. Et ce qui rend le jeu encore plus intéressant, c'est que l'intrigue évolue vraiment. Chaque chapitre dévoile des nouveaux secrets, des nouveaux rebondissements. C'est pas juste un prétexte pour chercher des objets, il y a un vrai storytelling. Au niveau du gameplay, il y a 3 aspects principaux. Les scènes d'objets cachés, où il faut avoir l'œil pour repérer tous les indices. La personnalisation d'une île, où vous pouvez décorer et construire votre propre univers au fur et à mesure de votre progression. Et puis, toute une série d'événements à durée limitée, avec des récompenses exclusives. C'est vraiment chouette pour décompresser après une grosse journée, et surtout, vu que c'est un petit peu comme un puzzle visuel qui demande de la concentration et de l'observation, eh ben, ça peut être une bonne alternative au scroll infini sur les formats courts de vous savez quelle plateforme. D'autant plus qu'il y a le côté progression dans John's Journey. Monter de niveau, débloquer des ressources, collecter des objets rares, c'est pas juste un bête enchaînement de puzzles. Le téléchargement de John's Journey est gratuit et c'est disponible sur iOS, Android et PC. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description ou alors vous pouvez scanner le QR code à l'écran. Allez au moins tester les premiers chapitres pour vous faire une idée, vous me direz ce que vous en pensez. Le 18 octobre 2008, cet homme de 38 ans, Johnny Altinger, envoie un message à l'un de ses amis avant de quitter son appartement pour se rendre à un rendez-vous galant. Il vit seul à Edmonton, au Canada, où il occupe un poste d'inspecteur de contrôle qualité chez Argus Machine Company Limited, une entreprise spécialisée dans la fabrication d'équipements pour l'industrie pétrolière. Célibataire, Johnny a décidé de tenter sa chance sur les sites de rencontres en ligne et il s'est notamment inscrit sur Plenty of Fish, une plateforme plutôt populaire à l'époque, dans l'espoir de peut-être trouver sa future partenaire de vie. Depuis quelques jours, il échange avec une dénommée Jen et leurs conversations sont très agréables, prometteuses même. Alors, rapidement, elle lui a proposé de passer du virtuel au réel. Seulement, voilà, quand est venu le moment de fixer les détails pratiques de leur rendez-vous, les choses ont pris une tournure quelque peu inhabituelle. Jen a catégoriquement refusé de lui donner un numéro de téléphone et au lieu de lui communiquer une adresse classique, elle lui a envoyé des instructions menant à un garage situé au 5712 40th Avenue Northwest, au sud-est d'Edmonton. Johnny a évidemment trouvé ça étrange, mais il s'est dit que Jen voulait peut-être juste préserver son intimité, ou même qu'elle habitait au-dessus de ce garage. Clairement, les rencontres en ligne comportent toujours leur lot d'incertitudes, ça peut faire peur, surtout pour une femme, et ça, Johnny en est complètement conscient, d'autant plus qu'il n'en est pas à son premier rodéo. Quand il en a parlé à Dale Smith, un ami d'enfance avec qui il a renoué depuis une dizaine d'années, ce dernier a lui aussi un petit peu tiqué et il ne s'est pas privé de le lui dire. Johnny a donc opté pour la prudence et il a transféré les instructions envoyées par Jen à plusieurs de ses proches avant de partir, puis il est monté dans sa Mazda 6 rouge et il a pris la route direction le fameux lieu de rendez-vous. Mais 2 jours plus tard, le 12 octobre, Johnny pose un lapin à Dale alors qu'il était convenu depuis un moment qu'ils se voient pour des cours de moto, une absence assez surprenante qui ne lui ressemble pas parce qu'il est habituellement toujours à l'heure,
Et s'il a un empêchement, Johnny prévient toujours à l'avance. Comme il l'a déjà fait la veille, Dale essaie d'appeler son ami à plusieurs reprises, sans jamais obtenir de réponse. Le jour suivant, Johnny ne se présente pas sur son lieu de travail, encore une fois, sans donner la moindre explication. Une situation qui, là encore, étonne beaucoup ses collègues, vu que jusque-là, il n'avait jamais manqué à ses obligations professionnelles, sans prévenir en tout cas. En fait, aucun de ses proches n'a eu la moindre nouvelle de lui depuis le 10 octobre au soir. Un silence radio d'autant plus inquiétant que le 13 octobre, ses proches finissent par avoir des nouvelles, reçues par le biais de mail de Johnny. Son frère Gary est d'ailleurs l'un des premiers à en recevoir. Dans ses messages, Johnny explique avoir rencontré une femme extraordinaire nommée Jen, qui lui a gentiment proposé de l'emmener passer 2 mois au Costa Rica où elle a une maison d'hiver. Il précise qu'il rentrera le 10 décembre et qu'il donnera prochainement un numéro de téléphone, mais aussi qu'il consultera sa boîte mail de temps en temps. Puis dans le même laps de temps, son statut passe de célibataire à en couple sur Facebook. Un départ imprévu, pour ne pas dire précipité, surtout au vu du contexte dans lequel il se produit. Pour ceux qui connaissent bien Johnny, pas mal de choses sont plutôt faux dans ce message. Quand Gary le lit, il pense d'ailleurs immédiatement que c'est le message le plus étrange qu'il ait jamais reçu de la part de son frère. D'abord, il n'est pas du genre à partir comme ça sur un coup de tête, sans avertir personne, en laissant tout tomber du jour au lendemain. Ensuite, il y a clairement dans ce message des tournures de phrases qui ne sont pas celles de Johnny. Dans la foulée, son patron reçoit lui aussi un mail de démission, mais quand ce dernier répond en demandant l'adresse à laquelle il doit envoyer son dernier chèque de paie, aucune réponse ne lui parvient. Or, Johnny y aurait forcément répondu, ne serait-ce que par courtoisie. Dans les jours qui suivent, d'autres mails parviennent à certains de ses proches, toujours envoyés depuis son adresse mail. Il dit profiter des plages tropicales en précisant qu'il ne peut pas appeler parce que le réseau est trop mauvais. Certains de ces messages sont, du reste, envoyés à des personnes qu'il connaisse à peine, ce qui ne fait qu'accentuer les soupçons de sa famille et de ses amis. Il décide donc de se rendre au commissariat pour signaler leur inquiétude aux autorités, mais au départ, ils ne sont pas vraiment pris au sérieux. Après tout, des adultes qui disparaissent volontairement pour recommencer leur vie ailleurs, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, mais les amis de Johnny ne comptent pas rester là les bras croisés. Parce qu'au fond, ils n'ont pas besoin d'avoir la confirmation que quelque chose ne va pas, ça, ils le savent déjà. Ce dont ils ont besoin, ce sont des preuves qu'il y a un problème. Convaincus que quelque chose ne va pas, ils décident de passer à l'action par eux-mêmes en forçant la porte de l'appartement de Johnny. They found his passport and they found dirty dishes and they found everything just like as if he were going to return an hour or two later. And with that information, then they went to the police and they said, "Hey, listen, you've got to do something." Face à l'insistance des amis de Johnny et aux éléments concrets qu'il rapporte, notamment le fait qu'ils aient trouvé son passeport, la police décide d'ouvrir une enquête le 17 octobre 2008, soit une semaine après sa disparition. Le détective Bill Clark prend les choses en main et il établit rapidement une priorité: retrouver la Mazda 6 rouge du trentenaire, la trace d'une voiture étant toujours plus facile à remonter que celle d'une personne. Les enquêteurs passent alors tous les parkings de l'aéroport d'Edmonton au crible, mais il n'y a là-bas aucune trace du véhicule de Johnny. Ils épluchent ensuite les listes des passagers des vols à destination du Costa Rica et contactent directement les compagnies aériennes, mais rien de ce qu'ils entreprennent ne donne le moindre résultat. Comme le suggérait déjà le fait qu'il n'ait pas pris son passeport, tout indique en réalité que Johnny n'est jamais parti en vacances à l'étranger, voire même qu'il n'a tout simplement pas quitté Edmonton. Heureusement, il reste une piste solide, peut-être la seule vraiment exploitable à ce stade de l'enquête, le fameux mail contenant les instructions menant vers un garage où il devait retrouver Jen, transféré à plusieurs de ses amis le soir du 10 octobre. En suivant les informations du message, les enquêteurs se rendent dans un quartier résidentiel tranquille du sud-est d'Edmonton, jusqu'à un petit garage indépendant situé derrière une maison, accessible depuis la ruelle. Un garage avec 2 portes, anodin à première vue, mais ce qu'il s'apprête à découvrir derrière ces portes va faire prendre à l'enquête une toute autre tournure. Les policiers apprennent rapidement que le garage en question est loué par un certain Mark Twitchell, 29 ans, un homme marié qui a une fille de 8 mois. Côté professionnel, l'homme a beaucoup d'ambition, cinéaste amateur mais passionné. Il a bien l'intention de devenir un réalisateur à succès, mais pour l'instant, il en est encore loin. Après avoir obtenu son diplôme en art de la radio et de la télévision au Northern Alberta Institute of Technology en 2000, il a enchaîné les petits boulots alimentaires pour payer les factures, passant d'un emploi de vendeur dans une entreprise de papier à un poste de commercial pour des systèmes d'alarme et de sécurité. Ça n'est clairement pas le parcours hollywoodien dont il a toujours rêvé,
Mais Mark refuse d'abandonner ses ambitions créatives et il consacre tout son temps libre à ses projets personnels. Grand fan de Star Wars depuis l'enfance, il décide de réaliser son propre fan-film amateur en 2006 à un préquel qu'il nomme Star Wars Secret of the Rebellion, censé se dérouler quelques jours avant l'épisode 4 de la saga. Il tourne les scènes sur fond vert à son ancienne école, le Naïd, avec l'aide d'une petite équipe de bénévoles et d'acteurs locaux qu'il recrute dans la communauté geek d'Edmonton. Le projet génère même un certain buzz en ligne quand Mark parvient à convaincre Jeremy Bulloch, l'acteur britannique qui incarnait Boba Fett dans la trilogie originale, de faire un bref caméo dans son film. Malheureusement, le projet ne verra jamais le jour sous sa forme finale, puisqu'il reste bloqué en post-production et ne sera jamais diffusé. Malgré cet échec, Mark ne baisse pas les bras et il continue de nourrir des rêves de grandeur cinématographique, persuadé qu'un jour, il percera dans l'industrie. Vous l'avez compris, il n'a pas franchement le profil du type dont on se méfie naturellement. D'ailleurs, il n'a aucun antécédent judiciaire, quel qu'il soit. Quand les autorités le contactent et lui demandent de venir ouvrir le garage qu'il loue dans le cadre d'une enquête pour disparition inquiétante, Mark se montre agréable et même très coopératif, vu qu'il accepte de se mettre en route sur le champ. Quand il arrive sur place, on lui demande s'il reconnaît cet homme ou s'il a déjà vu sa Mazda rouge. Mark est détendu et après avoir observé le cliché, il secoue la tête négativement en affirmant que non. Une fois en face de la porte du garage, il tique sur le cadenas et il dit qu'il a l'impression qu'il a été changé, suggérant qu'un membre de son équipe de tournage a peut-être utilisé les lieux sans le prévenir. Mais il parvient tout de même à l'ouvrir. Depuis l'extérieur, le garage ressemble à n'importe quelle autre dépendance de ce type. L'espace est à présent quasiment vide, mais Mark explique aux policiers qu'il a loué cet endroit pour tourner son dernier court-métrage, un film d'horreur intitulé House of Cards. Rapidement, les yeux des enquêteurs sont attirés par des détails pour le moins curieux. They have a look around and they see some what looks like blood, and Mark Twitchell's explaining, "Oh no, that's my movie prop. We did a film about killing a guy in here, and I filmed it all, and I've been cleaning it up over the last couple weeks. There were some things that were, raising your spidey sense in this one, going, yeah, this isn't right. Something going on here." En plus des diverses éclaboussures et taches de sang, il y a des bâches en plastique disposées sur le sol, comme celles qu'on utilise pour protéger une zone pendant des travaux de peinture ou alors pour contenir quelque chose qu'on ne veut pas se voir répandre. Du ruban adhésif traîne un petit peu partout, et une table métallique trône au centre de l'espace. À côté, une chaise avec des fixations plutôt étranges, comme si elle avait été conçue pour pouvoir être boulonnée au sol. Les enquêteurs découvrent également un masque de gardien de but noir et doré, du genre qu'on utilise au hockey, ainsi qu'une arme factice en plastique. Il y a un baril de 170 litres en acier dans un coin, dont le métal porte des marques de brûlure évidentes. À l'intérieur, des résidus calcinés suggèrent que quelqu'un a tenté d'y brûler quelque chose, potentiellement des restes humains. En fouillant davantage, les policiers trouvent des menottes ainsi qu'une clé, des dessins et des plans détaillés pour fabriquer une chaise métallique spéciale et des épées japonaises. Il y a également un livre sur la série à succès Dexter posé dans un coin, et ça n'a peut-être rien d'un hasard. Dexter Morgan est le personnage principal d'une série. C'est un expert médico-légal en analyse de traces de sang pour la police de Miami, qui mène une double vie, vu qu'il tue lui-même des meurtriers ayant réussi à échapper à la justice. Dans la série, il est méticuleux, organisé, et il prend les vies d'autres criminels dans des salles d'abattage qu'il prépare minutieusement à l'aide de bâches en plastique. Les similitudes entre le décor du garage et les pièces aménagées par Dexter dans la série sont frappantes et impossibles à ignorer. Mais ça n'est pas tout. Les policiers remarquent aussi la présence d'objets potentiellement contondants, un tuyau en métal enveloppé de ruban adhésif noir à une extrémité, des couteaux et du matériel qui ressemble à un kit de dépeçage pour gros gibier. Mais comme Mark l'a dit, il vient de tourner un film d'horreur dans ce garage, donc même si c'est étrange, le sang observé sur les lieux est probablement artificiel. Toutefois, les enquêteurs décident d'effectuer des vérifications et pour ce faire, ils contactent Chris Heworth, l'un des acteurs qui a participé au tournage de House of Cards, afin de lui demander quelle quantité de faux sang a été utilisée pendant les scènes d'action. Sa réponse est catégorique et sans ambiguïté, ils n'en ont pas utilisé. Dans la salle d'interrogatoire pour la première fois, Mark, considéré comme une personne d'intérêt dans l'enquête, se retrouve face au détective Mike Tabler de la police d'Edmonton. Assis sous les néons froids, il adopte immédiatement une posture qu'il maîtrise bien, celle du cinéaste passionné qui a réponse à tout et, pendant des heures, il va déployer une énergie considérable pour tenter de convaincre l'enquêteur qu'il n'a absolument rien à se reprocher. Chaque question reçoit une explication détaillée, technique, presque pédagogique.
C'est une performance et Mark semble déterminé à jouer le rôle de sa vie. Le détective commence par le questionner sur le garage, cet endroit isolé où personne ne peut voir ce qui s'y passe. The house is rented by people separate from you, Right. who have no access to the garage. Correct. Okay? And the windows are all blocked and the doors are metal and nobody can see in there. Right. And it's nobody's business what goes on in there, that's your... We block out the lights so that during the day when we're filming and we're trying to create a nighttime atmosphere, that the sunlight doesn't get in our way. Mark semble avoir réponse à tout. Il parle avec assurance, multipliant les détails techniques sur le contrôle de la lumière, les impératifs du tournage. Mais le détective ne s'arrête pas là. Il sait ce que ses collègues ont vu dans ce garage, alors il pose la question suivante, celle qui concerne les traces suspectes découvertes un petit peu partout dans l'espace. When you do anything that's involving like suspense thrillers or anything like that, and you want to have something that looks like blood on screen, you use this mix that's like a corn syrup with food coloring in it, because it looks really good on camera and it has the right consistency and everything, but it's sticky as hell. It gets everywhere, and it's a nightmare. And last time, it got all over the chair, it got all over the floor. It's like ridiculous. Yeah. So, and that was really my thing, was just because then everybody's grabbing stuff and moving it over, and every time they do, they rub up against it and get it all over their clothes, and it's sticky and annoying. So, just a matter of keeping that stuff off of there and clean, and not having to deal with that, because we spent, the problem with an untested effect. This thing where we were, the achieved shot was running a sword through a guy who was sitting in a chair. Yeah. And so the way we did it is we just had like the actor sitting in the chair and then the other actor pretending to hold the sword Yeah. in him, and then we go back, lock the camera off, it hasn't moved, shoot this, or we take the same color shirt that the guy in the chair was wearing, put like a Ziploc bag full of this corn syrup there, and then just, you know, boom, put the blade through it so that it comes out with the corn syrup on there dripping. And Yeah. then they have to digitally take that, put it onto our original shot so it looks like it's coming through the guy realistically. And it's this complex setup, and we spent like 2-3 hours on that one thing because we hadn't actually tested it before or set it up prior. So, I mean, it's kind of like learn trial by fire and figure it out as you're going along, but it turned out really good. I think it'll look good once it's all done. So. Sounds kind of unique. I mean, Yeah, but it's a huge mess too. Like again, you know, you're dripping stuff everywhere. You try to kind of curb that as much as you can, but it happens. You're walking back and forth and things get moved around. So. Yeah. Mark déroule son explication avec une aisance déconcertante, entrant dans les moindres détails techniques de ses effets spéciaux. Pour quelqu'un qui est questionné dans le cadre d'une enquête pour disparition inquiétante, il semble étrangement à l'aise, presque enthousiaste quand il parle de son travail de cinéaste. Mike change alors de sujet, passant à un inventaire plus précis du matériel trouvé sur place. Now, so you were doing quite a bit of that sort of stuff in the garage, Yeah. that kind of shooting, where there was like blood effect and that. So what other supplies would you have there that would be needed for that kind of thing? Well, it depends what you mean by supplies, because there's supplies and props and a lot of other stuff. A lot of that stuff that's in the garage was there when I rented it. Stuff that I got just for the shoot. There was like this, kit full of knives that we were gonna do. We were gonna do like a reveal shot, show the guy like opening this kit, and it looks all menacing and everything. Kind of put that into a montage. What else? Like the usual duct tape for the guy sitting in the chair, duct taping him up. Yeah. There's that stuff. Couteau, ruban adhésif, chaise, Mark a une justification pour chaque élément. Tout est accessoire de cinéma, tout fait partie du décor. Mais le détective n'est pas venu pour écouter une masterclass sur les effets spéciaux, il a des informations concrètes, des témoignages, une chronologie. Et maintenant, il va confronter Mark avec les faits qu'ils ont établis. Le ton change subtilement dans la salle d'interrogatoire. Okay, the indications we have, and we've got this through our investigations, and the address comes up, and the garage is described, and he actually says that he was there on that particular day. The particular day we're talking about is I think the 15th. 15th, okay. Now,
and I may be mistaken, I may be mixing a couple of things up, but I think the 15th. And that's the day you're indicating that you were probably down there putting supplies there. Okay, yeah, Okay. like on Wednesday or something. Yeah. Yeah. And it was in and around the same sort of time frame that you were there. You know, that he would have been there, Okay, like in the afternoon. really? Yeah. And he was supposed to go there and meet a girl who described the address and told him how to get there. Now this is really met through, you know, an internet site. Okay. Doesn't know her from before. So he, of course, lets friends know where he's going. Right, okay. But go to meet a girl, swear him over. Sends it out to a few friends. All of a sudden, he disappears. Last known place was there. Said he went there. Met a guy. The girl wasn't there. Met a guy in the garage. In the garage? Apparently. Okay. L'information est lâchée. Johnny Altinger était dans ce garage le jour même où Mark y était. Il devait rencontrer une fille via un site de rencontre, mais c'est un homme qui l'a trouvé à la place. Mark ne bronche pas et il continue de répondre calmement. Mike Tabler explore alors une autre hypothèse. Il cherche à comprendre quel type d'activité pourrait expliquer ces rendez-vous organisés via Internet dans un garage isolé. Are you shooting any porn there or anything like that? No. I've actually been teased about that a lot. Yeah. And I tease back by saying that, oh, I should have gotten into porn because it's guaranteed money in the bank. Yeah. You know what I mean? Yeah. But it's really not the environment for that. For one thing, it's not even heated. Yeah. You know what I mean? Like, Yeah. no. It's Yeah, just, it would be a little no. cool. And then, again, if a filmmaker gets into that side of the industry, the other side will never take you seriously. Okay. So, unless I want to go making like 100 aliases, call myself Dick Hart or some stupid porn name or whatever, you know, like that just wouldn't make any sense. And I've never been really anywhere near interested in that kind of material. I want to be taken seriously. I don't necessarily have to go after Academy Awards or anything like that. I just want to make movies that'll entertain people and get out there into actual movie theaters and have tickets and stuff like that. So that's always been the ultimate goal for me. But yeah, no porn or anything like that. Okay. Mark rejette catégoriquement l'hypothèse du porno, expliquant avec son bagot habituel pourquoi ça n'aurait aucun sens pour sa carrière. Le détective continue en abordant maintenant les sites de rencontres, sachant pertinemment que c'est par ce biais que le disparu a été attiré au garage, et surtout en ayant connaissance du site utilisé, Plenty of Fish. Have you ever heard of these online dating site kind of things? What are some of the ones you've heard of? Oh man, I don't know. Match.com. I've heard the Plenty of Fish one. Okay. Plenty of Fish. Yeah, there's what else is there? I don't know. There's a bunch of them. There's like hundreds of them. Yeah. Pendant des heures, Mark a parlé, des heures à expliquer, justifier, détailler. Les enquêteurs l'ont laissé se déployer, prendre ses aises, construire son récit et se sont contentés de prendre des notes, de hocher la tête et de poser des questions neutres. Mais le lendemain, après avoir accumulé assez d'informations, après avoir laissé Mark s'enferrer dans ses propres explications, le moment est venu de changer radicalement de stratégie. C'est désormais le détective Bill Clark qui tente d'obtenir des aveux et le ton dans la salle d'interrogatoire devient soudainement plus dur, plus direct. Le détective se tient debout devant Mark qui lui est assis, posant dès le début de leur conversation sa position de dominance. Ce qui suit n'est plus un questionnement, c'est une confrontation. There's something else I want to tell you, Mark, and that's that there's absolutely no doubt in my mind that you're involved in the disappearance of John Altinger. No doubt in my mind at all, Mark. Why? As I said, Mark, there's no doubt in my mind that you're involved in this disappearance. I just want to get to the bottom of this because this is not going to go away. It's not going to leave you, Mark. I don't understand.
I'm going to explain some of the reasons to you. But you do understand, because you know what I'm talking about. You're involved in this, and unfortunately, something got carried away. Something got carried away with this guy. I mean, talking to you here tonight, you seem like a decent guy. And I think that something happened that night that maybe you just didn't have total control of. And I'm here to get to the bottom of it. Because it's not going to go away. This is going to stay with you. And we need to clear this up here and now. We need to clear this up tonight. You need to tell me the truth about what's going on. What happened with this fella. Mark refuse de répondre directement en répétant qu'il ne comprend pas. Mais le détective n'a pas fini. Il a accumulé des preuves, il a accumulé des témoignages, des incohérences, et maintenant, méthodiquement, il va démolir l'histoire que Mark a construite, mensonge par mensonge. I mean, this happened because of the movie thing? Something that went too far? I have no idea what the hell is going on. You do have an idea. You have a very good idea, Mark, about what's going on. You know exactly what happened there that night. I mean, you haven't told us the truth. You haven't told us anything close to the truth. You do understand we've talked to Joss? We've got his side of the story. All I'm looking for is your side of the story. But the truth. Not what you've been telling me. Because that what you've been telling me hasn't been the truth. Has it, Mark? This can't be. I don't... What do you mean it can't be? I just don't understand. Well, what don't you understand? We have a fellow who's missing. We know he's been to your garage. We've talked to all the neighbors now. You know, the neighbors saw you changing the lock about a week and a half ago. Neighbors watch. They see all these things. Little things that you don't realize. Okay? We know the lock was changed long before the 15th. Yet when you get there on the 15th, you tell me, oh, that's your lock on there on the 15th. It's not till you go back with the policeman last night that you notice, or you say. So that's a lie. That's a lie you told me. When you gave your version of events to Detective Tabler last night, your version of events was different than what you told me today. What you wrote down was different than what you told me in this room. What you told me in this room when I first came in was different from your final version of events. You've changed your whole story. All kinds of different lies. Le détective marque une pause. Il a énuméré les mensonges, les contradictions, les incohérences, mais maintenant, il va s'attaquer à l'élément le plus absurde de toute l'histoire de Mark, la voiture. Ah, et une petite précision très rapide que j'ai oublié de faire au moment de l'enregistrement de la vidéo. Il se trouve que le véhicule, comme je vous l'expliquerai un tout petit peu plus tard, a été retrouvé chez Mark Twitchell, le véhicule de Johnny, et qu'il a prétendu aux enquêteurs pendant son interrogatoire avoir rencontré un type dans la rue qui voulait se débarrasser d'une voiture et qui lui a proposé de récupérer la voiture pour 40 $. Évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens, et donc les enquêteurs vont le confronter là-dessus. You are definitely not a dumb man. You know very well that you don't buy a car
that's worth over $10,000 from someone for $40. You know that. You know that you get a bill of sale. You deal with items on eBay. You sell items all the time. Just like going to the store and buying it. That part of your story is just lie after lie after lie. And it's time to end those lies, Mark. L'absurdité de l'histoire de la voiture vendue $40 plane dans l'air. Mark n'a rien à répondre à ça parce qu'il n'y a pas de réponse logique. Mais le détective n'en a pas terminé. Au-delà des mensonges et des contradictions, il y a des preuves physiques, des preuves concrètes, tangibles, irréfutables. You shake your head, but you know what I'm saying is true. I mean, you have a barrel in your garage. A barrel you say you buy for garbage. Everyone knows in the movie industry those are known as burn barrels. We got that off your own friends. They're the ones telling us this. Your co-workers. What happened to John, Mark? What'd you do with him? Wrong tree. Wrong dream? No, tree. Wrong tree. And what do you mean by that? You have the license plates to his vehicle in your car. You have the keys to his vehicle in your car. And this guy's missing and you have his car. Like, you need to accept the fact here, Mark, that your life has now changed. Because like I said before, this is never ever going to go away. Mark refuse désormais de répondre. Pour le moment, il n'est accusé de rien, il est donc libre de partir s'il le souhaite, et c'est ce qu'il s'apprête à faire, partir en laissant les enquêteurs sans aveu. Mais avant qu'il ne quitte la salle d'interrogatoire, le détective tente une dernière approche, un petit peu plus philosophique, un petit peu plus humaine. Every one of us has three lives. We have our work life, where we behave one way at work. We have our home life, where we behave a certain way at home. And we have our secret life. And I guarantee every single person on this planet has a secret life. Things they do that maybe they don't want people to know that could be good or bad. They don't always have to be good, they don't always have to be bad. Something went on there in one of your lives. I think something was going on in all three of your lives that led to this. Face à cette ultime confrontation, Mark maintient son silence. Il ne craque pas, n'avoue pas. Les enquêteurs ont tout fait. Ils ont exposé ses mensonges, ils lui ont présenté les preuves physiques, tenté l'approche psychologique, mais Mark refuse de parler. Il va quitter la salle d'interrogatoire sans avoir avoué quoi que ce soit. Les policiers ordonnent alors des tests au luminol dans le garage, un réactif chimique qui permet de révéler la présence de sang humain rendu invisible à l'œil nu par un nettoyage scrupuleux. Or, une fois le produit appliqué et les lumières éteintes, l'endroit s'illumine d'une lueur bleutée sinistre. Des zones entières du sol en béton et de la table métallique se mettent à briller. On dénombre plus de 200 taches et éclaboussures en tout. Il devient alors évident que ça n'est pas là le lieu d'un tournage de film d'horreur, mais une authentique scène de crime. Pendant qu'une équipe scientifique s'affaire au garage, d'autres enquêteurs se rendent au domicile de Mark, au 30 Dayton Crescent à Saint-Albert, banlieue au nord d'Edmonton. Dans son espace de travail, situé au sous-sol, c'est le chaos total. Il y a un matelas par terre, des couvertures et des oreillers éparpillés, des boîtes partout. C'est un véritable capharnaüm. Et s'il y a un matelas au sol, c'est parce que c'est là qu'il dort depuis que son épouse a découvert qu'il lui était infidèle et l'a banni de la chambre conjugale. Les autorités y saisissent plus d'une centaine d'objets, parmi lesquels les clés de la Mazda 6 rouge de Johnny Altinger
devenu son véhicule principal alors même qu'il dit ne l'avoir jamais vu. Ils embarquent également son véhicule, une Pontiac Grand Am rouge très sale dont l'intérieur ressemble à son espace de travail. Des chaussures, des papiers, des sacs, un téléphone portable, de la corde, un bidon d'essence et un sac à dos s'entassent sous les sièges, sous le tableau de bord. Il y en a partout. Toutefois, le coffre est particulièrement révélateur parce que son revêtement gris grossier est strié de taches rouges foncées qui ressemble fortement à du sang. Des prélèvements, suivis de tests ADN, le confirment d'ailleurs peu après. Il s'agit de celui de Johnny. Dans la voiture de Johnny, les policiers trouvent également un couteau de chasse avec du sang sur la lame et sur le fourreau, ainsi qu'un ordinateur portable noir couvert d'autocollants Spider-Man. Le 31 octobre 2008, jour d'Halloween, soit 3 semaines exactement après la disparition de Johnny, les autorités estiment avoir rassemblé suffisamment de preuves pour pouvoir procéder à l'arrestation de Mark Twitchell. La découverte du sang de Johnny dans le coffre de sa Pontiac Grand Am constitue l'élément déclencheur qui leur permet enfin de l'inculper formellement de meurtre au premier degré. Et pour procéder à son interpellation, ils décident de mettre en place tout un stratagème afin d'éviter toute possible fuite et de permettre à l'équipe d'intervention de travailler en sécurité. Mark est chez ses parents, en train de mettre la touche finale à son costume d'Halloween, sans se douter une seule seconde de ce qu'il attend. We got an undercover operator to work the internet and pretend he was an investor. He was lured out on the promise to meet this guy at this coffee shop, and when he got about 3 blocks from his house, tactical team swooped in on him and took him down. Tough guy Mark Twitchell peed his pants. He was so scared, and it was a little taste of his own medicine, I guess. Mark nie toute implication dans le meurtre de Johnny, mais les détectives le savent, ses aveux, ils n'en ont même plus besoin, et quand ils fouillent le disque dur de son PC, ils découvrent une preuve supplémentaire, un document que Mark a tenté de supprimer, mais que les équipes forensiques parviennent à restaurer. Le nom du document, SK Confessions. SK pour Serial Killer, donc en français, les confessions d'un tueur en série. Et quand on voit les premières phrases de ce manuscrit, on comprend assez facilement pourquoi il a tenté de s'en débarrasser. Cette histoire est basée sur des événements réels. Les noms et les événements ont été légèrement modifiés pour protéger les coupables. C'est l'histoire de ma progression pour devenir un tueur en série. Pour les policiers, tout est clair. Johnny est venu dans ce garage, mais il ne l'a jamais quitté. Et ils ont dans ce document de 42 pages suffisamment de preuves pour démontrer que quelque chose d'atroce lui est arrivé. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter quelques mois en arrière, au moment où Mark a commencé à mettre en place son plan macabre. C'est en réalité en août 2008 que Mark commence ses préparatifs. Des reçus saisis à son domicile prouvent que dès ce mois-ci, il a fait des achats assez spécifiques: un couperet à viande, un couteau de chasse, des menottes, tout ce qui est nécessaire pour mettre à exécution le plan qu'il a en tête. Il fait également fabriquer une table métallique sur mesure et une chaise spéciale avec des fixations permettant de la boulonner au sol. Rien n'est laissé au hasard. Chaque élément a été pensé et calculé avec une minutie obsessionnelle. En septembre 2008, Mark loue le garage officiellement pour y tourner un court-métrage. Un film d'horreur de 8 minutes qu'il a écrit et qu'il compte réaliser à l'aide d'une petite équipe. Bon allez, je suis sympa, je vous passe la scène du meurtre pour vous éviter d'aller regarder l'intégralité de cette bouse, ne serait-ce que par curiosité. Ça vaut vraiment pas le coup. A suspense thriller called House of Cards, where a hockey masked serial killer lures a man to a garage via the internet and kills him. Le 26 septembre 2008, Mark tourne House of Cards dans le garage avec de vrais acteurs, une équipe de tournage et des techniciens qui l'aident depuis des années sur ses projets. Le scénario ? Un mari infidèle attiré dans un endroit reculé sous prétexte d'un rendez-vous galant organisé à distance. Une fois sur place, l'homme est attaqué, torturé pour obtenir ses mots de passe et accès à ses comptes bancaires, puis tué à l'aide d'un sabre de samouraï. Le tournage se passe bien, et pour tous ceux qui y prennent part, il s'agit d'un simple court-métrage d'horreur parmi tant d'autres, un projet de plus dans la filmographie d'un cinéaste amateur passionné. Personne ne se doute une seule seconde de ce que Mark prépare réellement. Une fois le tournage terminé et l'équipe partie, il revient au garage. C'est là que commence la transformation de l'espace, où il installe un autre décor d'horreur, mais cette fois, ça n'est plus pour les caméras. Mark utilise plusieurs rouleaux de bâches en plastique pour couvrir les murs et le sol,
avant d'accrocher un large tissu vert au plafond en le vissant directement dans les cloisons, de manière à masquer la zone de travail depuis l'entrée, tant pour l'invité que pour se dissimuler lui-même. Ensuite, il installe sa table métallique au centre, celle qu'il a fait fabriquer spécialement, parfaite pour supporter un poids important et surtout facile à nettoyer. Puis il place stratégiquement sa chaise à côté en la fixant solidement au sol. Mark prépare aussi son baril en acier de 170 litres destiné à contenir les restes de sa victime qu'il prévoit de brûler. À côté, il dispose son kit de dépeçage pour gros gibier contenant plusieurs couteaux différents, un couteau de boucher, un couteau à fileter et une scie dentelée spécialement conçue pour couper les os. Exactement comme Dexter Morgan le ferait, il entre vraiment dans la peau du personnage, sauf qu'il est beaucoup moins malin. Il est d'ailleurs impossible de passer à côté du fait qu'il était obsédé par Dexter parce qu'il a des livres qui en parlent un petit peu partout et que des DVD piratés de la série sont empilés près de son ordinateur. Même sur Facebook, il se présente sous l'identité de Dexter Morgan. Pour en revenir à ses préparatifs, Mark achète donc le fameux masque de gardien de but de hockey noir et doré qu'il compte porter pour dissimuler son visage, mais aussi une matraque électrique paralysante. Enfin, il se procure une arme factice en plastique et du ruban adhésif. Beaucoup de ruban adhésif. Une fois l'espace parfaitement aménagé, il passe à l'étape suivante, la plus cruciale de toutes, à savoir trouver des victimes. Pour ça, il crée un faux profil féminin sur Plenty of Fish, un site de rencontre en ligne très populaire au Canada, et il se fait passer pour une jeune femme nommée Sheena, qui devient parfois Jen selon les conversations. Mark commence ainsi à discuter avec plusieurs hommes, puis il les appâte avec des promesses de rencontres ou de moments intimes, et quand l'un d'eux mord à l'hameçon, il lui propose un rendez-vous. Sur le calendrier mural de sa maison, il inscrit les rencontres déjà planifiées, et dès le début du mois d'octobre 2008, tout est prêt. Le garage est transformé, les outils sont en place, le profil en ligne est actif et les victimes potentielles sont identifiées. Johnny Altinger était son rendez-vous du 10 octobre et il s'apprête à se présenter au lieu comme convenu, complètement inconscient du fait qu'il vit là ces derniers instants. La soirée du 10 octobre 2008 va se dérouler en 2 temps pour Johnny. D'abord, un rendez-vous manqué, puis un retour fatal. Vers 19h30, il arrive au garage, l'endroit est isolé et la porte a été légèrement entrouverte comme promis dans les instructions. Johnny entre en s'attendant à trouver la femme de ses rêves, mais à la place, il tombe sur un homme qui se présente comme étant un cinéaste local. L'individu lui montre un pistolet qui semble être un accessoire de film et lui explique que le garage est justement un lieu de tournage. Il lui dit que la femme qui l'attend est en retard et qu'elle ne devrait pas tarder. Johnny est un petit peu déstabilisé par la situation, mais pas encore réellement inquiet, alors il décide d'attendre quelques minutes, puis en voyant que personne ne vient, il repart. Plus tard dans la soirée, il appelle Dale et il lui raconte ce qui vient de se passer. Il est allé au garage, mais à la place de Jen, il y avait un homme qui prétendait être là pour tourner un film et il lui a montré une réplique d'arme à feu. Bizarre, mais pas alarmant. Au téléphone, Johnny n'a pas l'air inquiet, juste légèrement frustré d'avoir fait le déplacement pour rien. Mais alors qu'il est encore en ligne avec Dale, ou juste après avoir accroché, il reçoit un nouveau message sur le site de rencontre. C'est Jen, ou du moins la personne qui se fait passer pour elle. Elle s'excuse pour son retard, dit qu'elle a été retenue, mais qu'elle peut le retrouver maintenant si ça l'intéresse encore, parce qu'elle est désormais rentrée chez elle. Johnny est vraiment intéressé par cette rencontre, donc, même s'il en revient, il décide de retourner au garage. Moins d'1 heure après être parti pour la première fois, il envoie un mail laconique à Dale. Elle est rentrée maintenant. C'est le dernier signe de vie authentique que quiconque recevra de la part de Johnny. Après être arrivé au garage, il se gare, descend de sa Mazda et se dirige vers la porte, toujours légèrement entrebâillée. Johnny entre dans l'obscurité du bâtiment, s'attendant à voir enfin cette fameuse Jen, dont il est si impatient de faire la connaissance. Seulement, ça n'est pas elle qu'il trouve, mais Mark. Il est là, tapis dans l'ombre, caché derrière son rideau vert, le visage dissimulé par son masque de gardien de hockey. Le dispositif plateau est en place, exactement comme il l'a prévu, et cette fois, il n'y aura pas de bavardage, pas de présentation ou de faux semblants de tournage de film. Cette fois, c'est pour de vrai. Dès que Johnny s'avance dans la pénombre du garage, Mark surgit de sa cachette en brandissant son tuyau enveloppé de ruban adhésif noir et il frappe Johnny à la tête de toutes ses forces. La victime titube en essayant de comprendre ce qui lui arrive, tente peut-être de se défendre ou de fuir, mais il est déjà trop tard. Les coups pleuvent, toujours portés avec une extrême violence. Alors que Johnny est affaibli et étourdi, son agresseur sort son couteau de chasse et plonge la lame profondément dans son ventre avant de l'enfoncer dans son cou,
sectionnant ainsi des vaisseaux vitaux. En quelques minutes à peine, peut-être vers 20h ou 20h30, Johnny perd conscience et rend son dernier souffle dans ce garage sordide. Après ça, le meurtrier pénètre dans l'appartement de la victime en utilisant ses clés et il utilise son ordinateur pour envoyer des mails à ses proches afin de créer une fausse piste, conscient du fait qu'il doit gagner du temps. Pendant ce temps, dans le garage, les preuves matérielles de ce qui vient de se passer sont omniprésentes. L'ADN de Johnny est partout, sur le tuyau en métal qui en est pratiquement imbibé, sur le couteau de chasse, sur les bâches en plastique au sol et sur la table métallique au centre de la pièce. Il y a même un fragment de dent de Johnny par terre, probablement cassé par la violence des nombreux coups qui lui ont été portés à la tête. Des traces de son sang seront également découvertes sur une variété de couteaux, de hachoirs et de scies appartenant à Mark, notamment sur tout le matériel contenu dans son kit de dépeçage pour gros gibier. Sur son clavier d'ordinateur portable, sur des jeans retrouvés chez lui, sur une paire de chaussures et une ceinture qu'il portait au moment de son arrestation. Les preuves qu'une boucherie a eu lieu dans ce garage sont là, indéniables. Et ce, même s'il a tenté de nettoyer ses vêtements, la présence de traces de sang dans son lave-linge ne laisse aucune place au doute. Comme on l'a vu plus tôt, le sang de Johnny imprègne également le coffre de la Pontiac Grand Am de Mark. Les analyses montrent que ces taches ne proviennent pas d'éclaboussures d'impact, mais plutôt du contact d'objets ensanglantés placés contre le tissu du coffre, comme si des sacs contenant quelque chose de lourd et d'ensanglanté y avaient été placés. La caméra que Mark avait installée dans le garage, positionnée pour cadrer la zone d'immobilisation, n'a apparemment pas enregistré la scène, ou, si elle l'a fait, ces images n'ont jamais été retrouvées. Les notes et horodatage informatiques concordent parfaitement avec la chronologie établie. Le dernier message authentique de Johnny vers 19h, son arrivée au garage vers 19h30, son retour 1 heure plus tard, puis plus rien. Le silence. Avant que, vers 21h, les emails mensongers ne soient envoyés depuis chez lui. Mais ça n'était pas la première fois qu'un homme mettait les pieds dans ce garage, avec l'espoir de rencontrer l'amour, pour finalement se retrouver face à un piège mortel. Une semaine exactement avant que Johnny ne passe la porte, le 3 octobre 2008, un autre s'est présenté à cette adresse, attiré exactement de la même manière. Le 3 octobre 2008, Gilles Tétrault, un contractuel pour une société informatique, se connecte sur Plenty of Fish dans l'espoir de trouver un petit peu de compagnie. Il vient de se séparer de sa femme et se sent seul. C'est là qu'il tombe sur un profil qui l'attire tout particulièrement, celui de la fameuse Sheena, qui lui propose de passer une soirée en sa compagnie. Le vendredi soir 3 octobre 2008, à 19h, comme convenu sur le calendrier de Mark, Gilles suit des instructions qu'il mène droit au garage de l'horreur, celui-là même où Johnny se rendra une semaine plus tard sans jamais en repartir. Gilles se gare à proximité et s'approche du bâtiment dont la porte a été, comme promis, laissée légèrement entrouverte, mais à peine en a-t-il franchi le seuil que quelqu'un le prend par surprise en l'attaquant violemment par derrière. Finally look back, and that's when I see this man with this painted up hockey mask. I was just chill down my back. Wow, this is no date. He's about like 6 foot and has this black and gold hockey mask all painted up on his face. Sous la menace d'une arme, Gilles est forcé de se mettre à terre, puis on lui couvre les yeux avec du ruban adhésif. Pendant que son agresseur s'éloigne, il l'arrache et tente de s'échapper. C'est en se battant brièvement avec lui qu'il comprend que le pistolet de celui qui l'a piégé est factice et qu'il a peut-être une chance de s'en tirer. Gilles décide à cet instant précis qu'il préfère mourir en se défendant plutôt que de subir passivement ce que celui qu'il retient prisonnier a prévu pour lui. Il se débat et parvient à se libérer de sa veste pour échapper à la prise de son assaillant, puis il réussit à sortir du garage en roulant sous la porte, mais une fois à l'extérieur, il s'effondre dans l'allée juste devant. Ses jambes ne fonctionnent plus en raison des effets des coups de matraque électrique que Gilles a pris sans même s'en rendre compte dans le feu de l'action. When he grabbed my legs and he started pulling me back to the garage. So I'm like, oh no, what am I gonna do now? I'm dead. Par chance, Gilles parvient à rassembler ses dernières forces et à regagner le contrôle de ses jambes, en tout cas suffisamment pour courir jusqu'à son véhicule et démarrer en trombe. Il est en état de choc, tremblant, ne parvenant pas vraiment à comprendre ce qu'il vient de vivre. Pourtant, malgré la violence de l'agression qu'il vient de subir et du danger manifeste auquel il vient d'échapper, il ne fait aucun signalement à la police. Gilles est profondément embarrassé par ce qui lui est arrivé. Il a honte d'être tombé dans un piège aussi grossier et de s'être fait avoir comme ça sur un site de rencontre
Alors, il raconte l'incident à un ami, mais il ne porte pas plainte. Avec le temps qui passe, il commence même à minimiser l'événement dans son esprit et à se convaincre que ça n'était peut-être pas aussi grave que ce qu'il a cru sur le moment. Malheureusement, il avait tort. Mark est extrêmement frustré de n'avoir pas pu tuer le premier homme qu'il avait réussi à piéger et il a bien l'intention de ne pas laisser une telle situation se reproduire. Alors quand le 10 octobre 2008, Johnny se présente au garage, il a déjà appris de ses erreurs et il a compris que seule l'électricité ne suffit pas à neutraliser quelqu'un assez efficacement. Cette fois, il utilisera le tuyau en métal dès l'arrivée de sa victime pour ne lui laisser aucune chance. Ce n'est que le 2 novembre 2008, soit près d'un mois après sa propre agression, que Gilles apprend que les autorités recherchent une victime qui a réussi à s'enfuir dans le cadre d'une enquête criminelle. Dans l'article qu'il lit, le journaliste mentionne un garage, un homme masqué et des circonstances troublantes qui ressemblent énormément à ce qu'il a vécu. Gilles voit également qu'une conférence de presse a été organisée et que les policiers lui ont montré la photo d'un masque de gardien de hockey noir et doré. Ce masque, il le reconnaît instantanément. C'est exactement celui que portait son agresseur et à ce moment-là, il comprend que ce qui lui est arrivé n'avait vraiment rien d'un incident anodin ou d'une très mauvaise blague. C'était une tentative de meurtre. Gilles contacte alors la police pour leur raconter son histoire dans les moindres détails et son témoignage devient absolument crucial pour l'enquête parce qu'il permet aux autorités d'établir le modus operandi de Mark. Rongé par la culpabilité de ne pas avoir alerté la police plus tôt, une question le hante. S'il avait signalé l'attaque, Johnny Altinger serait-il encore en vie aujourd'hui? C'est une question à laquelle il n'aura malheureusement jamais de réponse. Reste maintenant à comprendre comment les enquêteurs ont définitivement refermé le piège autour de Mark. Pour ça, il faut revenir sur SK Confessions, ce document découvert sur le disque dur de son ordinateur qui, plus qu'une simple preuve, est la confession écrite et glaciale d'un homme qui se rêvait tueur en série. Quand les techniciens de la police scientifique s'attaquent à l'ordinateur de Mark Twitchell, ils ne s'attendent pas à découvrir ce qui va devenir la pièce maîtresse de l'accusation, celle qui va sceller définitivement son sort devant un tribunal. Le spécialiste en informatique chargé de l'affaire utilise un logiciel de récupération de données particulièrement puissant, du type de ceux qu'on emploie normalement pour traquer les réseaux pédocriminels. Grâce à cet outil, il fouille méthodiquement le disque dur de l'ordinateur portable Toshiba saisi dans la voiture de Johnny, à la recherche de fichiers supprimés, de traces cachées ou de n'importe quelle preuve numérique qui pourrait éclairer l'enquête. C'est là qu'il tombe sur 2 fichiers temporaires enfouis dans les profondeurs du système, créés automatiquement par Microsoft Word lors de sauvegardes d'urgence et de copies dans le presse-papier. Ces fichiers fantômes sont comme des empreintes digitales numériques, impossibles à effacer complètement, même quand on croit avoir tout supprimé. Le technicien les reconstitue patiemment et les assemble comme les pièces d'un puzzle macabre. Le document original avait été effacé par son auteur, mais la technologie moderne permet de ressusciter ce qui était censé disparaître pour toujours. Le fichier reconstitué fait 42 pages et il porte un titre qui glace le sang, skconfessions.doc. Fichier que j'ai retrouvé, les 42 pages, et que j'ai traduit en français. Je les mettrai à disposition sur Patreon pour les membres du palier détective, ainsi que d'autres documents relatifs à l'affaire. Le document commence par Mark décrivant qu'il ne se souvient pas exactement du moment où il a décidé de devenir tueur, mais qu'il se rappelle l'euphorie ressentie, comparable aux effets d'une drogue puissante. Il y détaille ensuite méticuleusement sa préparation, notamment l'aménagement de ce qu'il nomme sa salle de mise à mort, qui correspond exactement à ce qui a été observé dans le garage qu'il louait dans la réalité. Il mentionne son équipement de découpe, identique à celui saisi par la police. L'auteur compare sa planification à celle d'un rendez-vous amoureux, réfléchissant longuement à chaque détail, le lieu, sa tenue, son arme. Il explique avoir répété mentalement chaque scénario, calculé les timings et visualisé les étapes. Le texte relate ensuite sa première tentative ratée avec une victime qui s'est échappée, puis le meurtre réussi d'un homme nommé Jim, décrit avec précision, le coup avec le tuyau métallique, le sang éclaboussé partout, le coup de couteau dans le cou, puis le démembrement et la tentative d'incinération. Ce qui frappe particulièrement, c'est le ton employé. Mark semble prendre un plaisir manifeste à raconter ses actes. Il décrit même une scène macabre où il manipule la tête décapitée comme une marionnette pour se divertir. Il évoque son sentiment de supériorité
cette fierté d'être le seul à détenir ce secret sombre. Le document se termine par un hommage à Dexter Morgan et la promesse que ça ne serait que le début, parlant de ces meurtres comme d'un loisir qu'il compte perfectionner. Les métadonnées du fichier révèlent qu'il a été créé par un utilisateur connecté sous le compte Express Entertainment, le nom de la société de production de Mark, et les eurodatages correspondent parfaitement à la chronologie établie par l'enquête. Pour les enquêteurs, la nature du document ne fait aucun doute, ce n'est pas une œuvre de fiction, c'est le journal détaillé des actes d'un meurtrier, un compte-rendu précis de ses crimes, mot après mot. Les bâches en plastique décrites dans SK Confessions sont exactement celles trouvées dans le garage. Le baril pour brûler les restes existe vraiment et porte des traces de combustion. De même, les outils de découpe mentionnés dans le texte ont été retrouvés tachés du sang de Johnny et le masque de gardien de hockey décrit dans le document a été saisi lors des perquisitions. Les chances que Mark ait écrit une fiction horrifique qui correspond parfaitement au déroulé d'un crime réel dans lequel il prétend ne pas être impliqué sont statistiquement nuls, surtout étant donné que Gilles peut témoigner de ce qu'il a vécu. Au Canada comme aux États-Unis, les médias surnomment Mark le Canadian Dexter Killer, un surnom qui ne manque pas d'ironie tragique. 4 jours seulement après le meurtre de Johnny, Mark n'a d'ailleurs pas pu s'empêcher de se vanter. Le 14 octobre 2008, il envoie des messages sur Facebook à une amie du nom de Renee Waring, avec qui il discute régulièrement. Dans ces échanges, il lui confie, de manière cryptique, qu'il a franchi une ligne, qu'il a fait quelque chose d'irréversible et qu'il a aimé ça. René, qui ne comprend pas vraiment de quoi il parle à ce moment-là, pense qu'il fait référence à un nouveau projet artistique ou alors à une crise personnelle. Ce n'est que bien plus tard, quand l'affaire éclate au grand jour, qu'elle réalise avec horreur qu'il était en train de lui avouer avoir commis un meurtre. Ces messages deviennent une pièce à conviction supplémentaire, démontrant que Mark éprouvait non seulement du plaisir à tuer, mais aussi un besoin irrépressible de partager son secret, même de manière voilée. Pourtant, par rapport à SK Confessions, il prétend que ce document était uniquement destiné à promouvoir son film, et si c'était le cas, pourquoi a-t-il essayé de le supprimer de son ordinateur? Pour les enquêteurs, SK Confessions est bien plus qu'une simple preuve, c'est la pièce à conviction qui deviendra centrale dans le cadre du procès qui s'annonce. Mais SK Confessions n'est pas le seul document troublant découvert sur l'ordinateur de Mark. Les enquêteurs mettent également la main sur un autre fichier, celui-là intitulé Profile of a Psychopath, un document de 7 pages dans lequel Mark s'analyse lui-même avec une lucidité dérangeante. Il y décrit sa propre absence d'empathie, son besoin de contrôle absolu sur les autres et sa fascination pour la manipulation. Il écrit qu'il a toujours su qu'il était différent, qu'il ne ressent pas les émotions comme les gens normaux et que cette différence lui donnait paradoxalement un avantage sur eux. Dans ce texte d'auto-analyse, Mark explique avoir passé des années à étudier le comportement humain pour pouvoir mimer les réactions appropriées comme un acteur qui répète son rôle. Il note également qu'il a développé une capacité à compartimenter sa vie, à séparer ses pulsions violentes de son existence quotidienne, exactement comme Dexter Morgan le fait dans la série. Pour les psychologues qui examinent plus tard ces documents, il ne fait aucun doute que Mark Twitchell présente tous les traits d'un psychopathe narcissique, conscient de sa nature, mais incapable d'éprouver le moindre remords. C'est donc un fait établi, le meurtrier de Johnny ne ressent absolument rien, et dans ce cas, comment espérer pouvoir retrouver ses restes? Pendant plus d'1 an et demi, l'emplacement exact des restes de Johnny demeure un mystère qui ronge les enquêteurs et qui torture sa famille. À en croire ce qui est écrit dans SK Confessions, Mark a disposé des restes de Johnny en les jetant dans les égouts. Les policiers passent donc des mois à inspecter méthodiquement les canalisations d'Edmonton, soulevant plaque après plaque et scrutant l'obscurité avec leur lampe torche. Mais la ville compte des milliers de bouches d'égouts et les recherches s'enlisent. Ce n'est qu'en juin 2010, alors que son procès approche, que Mark décide de briser le silence. Par l'intermédiaire de son avocat, il demande à rencontrer les enquêteurs de la section homicide au centre de détention d'Edmonton et lors de cette entrevue, il leur remet une carte Google signée sur laquelle il a griffonné de sa main des directions détaillées menant à une ruelle. L'emplacement se trouve à peine à un demi-pâté de maison de l'endroit où les policiers avaient arrêté leurs recherches
quelques mois plus tôt. Le lendemain, une équipe de récupération se rend sur place et découvre effectivement des restes humains démembrés dans les profondeurs du système d'égout. Mark n'obtient rien d'important en échange de cette information capitale, il avait juste demandé à ce que sa rencontre avec la police ne reçoive aucune publicité, requête à laquelle les enquêteurs ont accepté d'accéder. Son procès s'ouvre le 16 mars 2011 devant la cour du banc de la reine de l'Alberta à Edmonton. L'affaire attire une attention médiatique considérable, non seulement au Canada, mais aussi aux États-Unis, où des émissions comme Dateline, NBC et 48 Hours envoient leurs propres équipes pour couvrir ce qui est déjà surnommé dans la presse le procès du Canadien Dexter Killer. Un surnom qui ne manque pas d'ironie tragique vu que dans la série, Dexter ne tue que des criminels, pas des gens innocents. L'acteur Michael C. Hall, qui incarne Dexter d'ailleurs dans la série, se voit contraint de réagir publiquement à ce cas, qui utilise son personnage comme inspiration morbide. Dans une interview, il exprime son malaise face au fait qu'une œuvre de fiction ait pu servir de manuel d'instruction pour un véritable meurtre. La preuve présentée par l'accusation repose sur 3 éléments majeurs qui se complètent parfaitement. Le premier pilier est le témoignage de Gilles Tétrault, l'homme qui s'est échappé. Le deuxième repose sur les preuves matérielles et sur l'ADN. Enfin, le troisième pilier, qui est le plus dévastateur, n'est autre que SK Confessions. Plus de 1600 photos liées à l'affaire ont été trouvées sur l'ordinateur de Mark et des listes glaçantes de choses à faire étaient écrites sur des post-it retrouvés dans le garage. Sur celui-ci, par exemple, nettoyer la salle de meurtre. Face à cette montagne de preuves, la défense n'a qu'une seule stratégie possible, faire témoigner Mark lui-même, en espérant que le jury croira sa version des faits. Son avocat a choisi de tout miser sur la capacité de son client à convaincre 12 personnes qu'il dit la vérité, un pari risqué pour un homme qui admettra lui-même avoir menti à tout le monde depuis toujours. Mark déploie alors son récit de l'acronyme MAPLE, ce prétendu coup publicitaire élaboré pour pouvoir promouvoir son film House of Cards. Il explique qu'il voulait créer une légende urbaine, une sorte de creepypasta, en attirant de vrais hommes dans son garage, en les attaquant brièvement, puis en les laissant s'échapper pour qu'ils racontent leur mésaventure en ligne et créer ainsi un buzz autour de son projet. Il affirme que SK Confessions n'est qu'une œuvre de fiction inspirée de faits qu'il a volontairement dramatisés. D'ailleurs, les initiales SK ne signifient pas serial killer, mais font référence à Stephen King, son héros littéraire, même s'il reconnaît que ça peut aussi vouloir dire tueur en série. Il dit avoir donné dans le sensationnalisme à fond pour créer un récit plus captivant afin que son projet se vende bien. Concernant Johnny Altinger, Mark prétend lui avoir expliqué qu'il s'agissait d'un canular. Après ça, l'homme se serait violemment énervé en réalisant qu'on s'était moqué de lui. Une bagarre aurait alors éclaté et, dans le feu de l'action, en état de légitime défense, il lui aurait planté un couteau dans le cœur. Tout ce qui a suivi, à savoir le démembrement du corps de Johnny, les faux mails envoyés depuis son compte ou encore la tentative de brûler ses restes, n'auraient été que des actes visant à dissimuler ce qui n'était qu'un homicide involontaire. Quand la procureure se lève pour mener un contre-interrogatoire, elle démonte chaque élément de la version de Mark et le confronte à ses mensonges. L'avocat de la défense fait de son côté au mieux avec ce qu'il a, en rappelant au jury les 2 principes les plus importants du système judiciaire canadien, la présomption d'innocence et la preuve hors de tout doute raisonnable. Il reconnaît que les preuves contre son client sont accablantes, que son comportement a été bizarre, mais il insiste sur le fait que pour le condamner, ils doivent être absolument certains de ce qui s'est passé dans ce garage, le 10 octobre 2008. Le juge met également les jurés en garde contre le fait de clouer Mark au pilori simplement parce qu'il semble être une mauvaise personne ou quelqu'un d'immoral. Il explique que certaines des preuves pourraient être attribuées au fait qu'il essayait de gagner du temps après le décès de Johnny et ne suggère pas nécessairement un meurtre prémédité. Le jury se retire pour délibérer le mardi 12 avril 2011 en début d'après-midi et 5 heures plus tard, le verdict est prononcé. Coupable de meurtre au premier degré. La séance de détermination de la peine a lieu le soir même. Mark se lève brièvement quand le juge lui demande s'il souhaite s'adresser à la cour, mais après une longue pause, il dit qu'il allait le faire, mais qu'à la lumière des circonstances, il préfère s'abstenir. Sans réelle surprise, il écope d'une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, la peine maximale que le système judiciaire canadien
peu imposée. La charge de tentative de meurtre pour l'agression contre Gilles Tétrault est suspendue par la cour du banc de la reine de l'Alberta le 17 juin 2011. Ce dernier a d'ailleurs écrit un livre intitulé « The One Who Got Away Escaped from the Kill Room » pour raconter son histoire. Étant donné qu'une condamnation pour meurtre au premier degré garantit déjà la peine maximale, il n'y a aucune raison de le poursuivre avec d'autres accusations. L'affaire Mark Twitchell restera dans les annales judiciaires canadiennes comme l'un des cas les plus troublants de l'histoire récente du pays. Un homme qui voulait tellement devenir le vrai Dexter Morgan qu'il a transformé sa fiction en réalité et qu'il a documenté sa progression vers le meurtre, comme d'autres tiendraient un journal intime. Le meurtrier, dont la carrière criminelle a été particulièrement courte, purge actuellement sa peine dans un pénitencier de Saskatchewan et il sera éligible à une demande de libération conditionnelle dans 10 ans, en 2036, à l'âge de 57 ans. Ce qui est peut-être le plus révélateur de la personnalité de Mark, c'est ce qui se passe en 2017. Cette année-là, il s'inscrit sur Canadian Inmate Connect, un site de rencontre destiné aux détenus. Oui, vous avez bien entendu, le même homme qui a tué Johnny Altinger après l'avoir attiré via un site de rencontre a décidé de retenter sa chance en ligne, cette fois depuis sa cellule. Cette démarche prouve, si besoin était, qu'il n'a tiré absolument aucune leçon de ses actes et qu'il ne ressent pas le moindre remords. Pour Mark, même derrière les barreaux, la manipulation et la tromperie restent des jeux auxquels il prend plaisir à jouer. En attendant, Johnny Altinger restera pour toujours cet homme de 38 ans, tombé dans le piège mortel d'une version Wish de Dexter, alors qu'il cherchait juste l'amour en ligne. Et maintenant, à vous de mener l'enquête, téléchargez gratuitement John Journey en utilisant le lien en description ou alors le QR code juste ici et tentez de découvrir ce qui est arrivé à la sœur de June Parker. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI et en attendant, n'oubliez pas, Homo homini lupus est, l'homme est un loup pour l'homme. Salut!